Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Merci de votre fidélité. L'ambassade de l'Inde a mis en place le programme de bourse d'études ITEC aux Ivoiriens pour le renforcement de leurs aptitudes. Elle est destinée aux acteurs du secteur privé, détail dans la première partie de ce journal. La situation des salariés de la compagnie aérienne Aigle Azur est toujours inquiétante. Il était ce lundi devant le tribunal du commerce à Paris pour attendre la décision des instances judiciaires. Pour le dossier entrepreneuriat de ce jour, nous nous intéressons à la vente de jus à Abidjan. Comment s'y prennent les acteurs de ce secteur et quelle en est la rentabilité? Rendez-vous en fin d'édition. Merci beaucoup de nous suivre. Voici le développement de ce journal. À la une de l'actualité académique, ce programme du ministère des enseignements secondaires du Niger pour améliorer la qualité de l'enseignement dans le pays, l'initiative qui va donc permettre une évaluation nationale des performances réelles des enseignants est soutenue par le programme Apprendre de l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec France Éducation Internationale CIEP. L'évaluation en elle-même est prévue pour le mois de janvier 2020. L'ambassade de l'Inde remet des bourses d'études à des Ivoiriens pour le renforcement des capacités dans différents domaines. Lancée au mois d'avril dernier, 11 Ivoiriens ont déjà obtenu cette bourse professionnelle dénommée ITEC qui est destinée aux acteurs du secteur privé et public dont l'âge varie entre 25 et 45 ans. Plus de détails dans cet élément de la RTI. L'Indian Technical and Economic Corporation, ITEC, est un programme initié par la République de l'Inde en vue d'un renforcement des capacités dans différents domaines d'activité. À travers l'octroi de bourses d'études, ce pays entend participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Lancé au mois d'avril dernier, 11 Ivoiriens y ont déjà participé. C'était une expérience unique de par la qualité de l'enseignement, de par la sympathie de ceux qui nous ont donné la formation, de par le gigantisme des infrastructures culturelles. Et je pense qu'on revient de l'Inde avec un bagage intellectuel, un bagage culturel. Depuis son lancement en Côte d'Ivoire, il y a plus d'une vingtaine d'années, le nombre de participants demeure relativement bas par rapport au quota. C'est peut-être aussi à cause des procédures assez longues au niveau de l'administration dans les différents ministères ivoiriens. Mais l'ambassade fait la promotion de ce programme high-tech là partout où elle passe, lorsqu'elle échange avec les ministères, les entités privées, les personnes morales ici en Côte d'Ivoire. Donc l'ambassade va faire encore plus afin de pouvoir véhiculer, sinon informer tous les Ivoiriens concernant ce programme-là. Un autre élément qui peut-être fait qu'on n'a pas beaucoup de participants, c'est la barrière de la langue. Toutes les formations dans le cadre du programme high-tech sont en anglais. Peut-être que cela est un frein pour les Ivoiriens qui ne pensent pas pouvoir comprendre les formations qui seront dispensées en Inde. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique marque son engagement à soutenir cette initiative. Je voudrais rassurer également, parce que je sais que dans ces formations, il y a des formations qui peuvent déboucher donc, à des formations diplômantes. Notre département se fera fort donc de reconnaître en termes d'équivalence les diplômes obtenus dans ce programme. Rappelons que l'ITEC est une bourse professionnelle ouverte aux acteurs du secteur privé et public dont l'âge varie entre 25 et 45 ans avec au moins 5 ans d'ancienneté dans un domaine d'activité précis. Comprendre la séquence et la scène dans le domaine de l'audiovisuel, c'était le thème du plateau animé par Sarah Sanogo dans le cadre de l'émission Les secrets du bon professionnel avec comme invité Aka Olivier, réalisateur et formateur en production audiovisuelle. Suivons ensemble cet extrait. Bon, avant de parler des scènes, je souhaiterais que nous parlons de ce que c'est que le champ visuel. D'accord, qu'est-ce qu'un champ visuel? Voilà. Le champ visuel, c'est ce que la caméra voit. D'accord. On va dire que quand vous mettez la caméra en marche, tout ce qui apparaît à l'écran constitue le champ visuel. D'accord. Voilà. Donc, on parle de champ visuel
Et en même temps, nous parlons aussi de ce qu'on va appeler le plan. D'accord. Le plan, c'est en réalité la norme de ce que la caméra va fixer. C'est-à-dire la norme de ce que vous allez avoir comme image dans le champ visuel. On parle du sujet. Le sujet, c'est ce que nous filmons. D'accord. Donc, ce que nous filmons, nous le mettons dans une norme. Et c'est cette norme-là qui apparaît dans le champ visuel. Donc, pour revenir à ce qu'on va appeler la scène, la scène, c'est la succession de plans. Le plan que nous venons de définir tout à l'heure. La scène, c'est la succession de plans pour raconter une histoire sans que le décor ne varie. D'accord, donc nous allons donc définir la séquence. La séquence, c'est la succession aussi des plans pour raconter une histoire, mais là, le décor va changer. On va dire que nous commençons quelque part, une histoire que nous racontons. Nous commençons quelque part et puis on finit quelque part. Je vais parler, par exemple, on va dire un braquage dans un supermarché. Bon, on a le film qui commence là, ou bien l'action qui commence là. Et puis il y a une course-poursuite qui peut finir, par exemple, au plateau, n'importe où. Là, le décor voyez, change. là, le décor change. On va passer par Djamé, on va passer ensuite par le plateau, et le plateau, il y a plusieurs décors. Voilà, donc on parle des séquences lorsque nous présentons notre histoire de cette manière-là. Ça va dire seulement pas des séquences. Par contre, dans la scène, on peut raconter la même histoire, c'est-à-dire le braquage, mais le décor ne varie pas. C'est possible de voir la course-poursuite et le braquage en même temps, dans le même décor? Oui, ça c'est un exemple que j'ai essayé de donner, mais je vais parler de, par exemple, une pièce de théâtre qu'on essaie de représenter. Voilà, une pièce de théâtre qu'on représente, on va dire qu'on présente la chambre, le salon, la case, ainsi de suite, la cour. Tout ça est représenté sur le plateau, mais la scène se passe. Il y a souvent des abus qui se font. On dit par exemple que je vais sur la scène, pour prester. Bon, ça c'est dit, même on va voir qu'il y a des grands journalistes qui le disent. On appelle tel artiste, on dit va sur la scène pour prester. Ce qui est plus juste, c'est va sur le plateau pour jouer ta scène. Nous sommes allés à la rencontre des vendeurs de médicaments traditionnels au marché d'Adjamé. Ces produits sont toujours en vogue sur le marché malgré la réputation qu'on leur attribue. De produits non conformes, mais les Ivoiriens en demeurent de grands consommateurs. Reportage. Véritables concurrents des structures hospitalières modernes, les vendeurs de médicaments traditionnels restent des acteurs privilégiés dans le traitement des pathologies les plus fréquentes en Afrique. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux dans les marchés notamment, ou même quelquefois dans des quartiers, à s'adonner à la commercialisation de médicaments traditionnels dont ils font les prescriptions sur la base de connaissances qu'ils prétendent avoir acquis dans les milieux traditionnels auprès des dévanciers en âge dans la famille. Dans le marché d'Abobo que nous avons visité, certains y sont installés depuis des années. Bien sûr, ils doivent leur maintien sur les lieux au succès que rencontre leur activité qui leur assure une subsistance édifiante en dépit des réticences évoquées quant à la fiabilité des soins qu'ils apportent. Ça fait quelque chose de 30 ans que nous sommes dedans, dans le médicament indigène. Maintenant, bon, en tout cas, les trucs qu'on donne, on nous envoie des bons résultats. Voilà, on nous envoie des bons résultats. Bon, ça dépend. Souvent, on trouve beaucoup. Souvent aussi, on ne trouve pas parce que c'est gagné-perdu. Pour bon nombre de ces spécialistes controversés, les produits qu'ils offrent aux populations présentent fondamentalement l'avantage de ne causer aucun effet secondaire. Contrairement aux traitements issus des laboratoires pharmaceutiques qui occasionnent un peu trop souvent des dommages proactifs sur la santé des individus. Les gens des clients qui viennent là, il y a toutes sortes de maladies. Alors qu'ils viennent, ils ont dit, j'ai parlé, j'ai fièvre typhoïde, j'ai tension, j'ai diabète. Les femmes qui viennent, elles sont douloureuses, coco, tout ça là. Cependant, les populations de façon générale n'en démordent pas. Ceci du fait du caractère abordable de ces médicaments dont les coûts sont de très loin
plus bas que ceux des pharmacies. Bon, ça dépend, souvent 30, souvent 15, souvent 20, souvent 25 000, ça dépend. Alors, souvent aussi, on peut avoir au moins 10 000, ou bien souvent 8 000. C'est pour ça que je dis c'est gagné perdu là. Voilà. Il faut tout de même établir une nette distinction entre ces spécialistes en médecine traditionnelle et les naturothérapeutes qui, quoiqu'évoluant dans la même sphère scientifique, utilisent des procédés véritablement différents dans l'abordage des problèmes de santé. Le centre de simulation Mohamed VI du CHU de Yopougon a arbitré du 12 au 14 septembre dernier un atelier de formation de 30 pédiatres et gynécologues ivoiriens sur les méthodes de prise en charge de la mère et de l'enfant. Le projet initié par le CHU de Yopougon, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et de l'ambassade du Maroc vise à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile lors des accouchements. C'est un reportage de la télévision nationale ivoirienne. Une simulation médicale d'une réanimation néonatale, d'une crise de la femme enceinte dans un contexte d'hypertension, des cas de figure que rencontrent au quotidien les médecins et qui peuvent entraîner des cas de décès. Pour réduire la mortalité maternelle et infantile, ils sont une trentaine de pédiatres et gynécologues à être formés sur la prise en charge pratique des principales pathologies meurtrières de la mère et de l'enfant. L'objectif essentiel, c'est d'essayer de prévenir ces complications en les détectant de façon très précoce, de faire le diagnostic cliniquement, mais aussi d'utiliser les moyens comme l'échographie, qui est un outil très important de diagnostic qui fait partie de l'examen clinique pour le gynécologue, pour le médecin omnipraticien qui peut l'utiliser, pour le pédiatre qui peut faire des diagnostics avancés dans l'échographie. Et c'est cette formation à partir de la simulation qui va permettre aux collègues ivoiriens de se familiariser avec ces techniques pour faire le diagnostic et pour faire le traitement adéquat au moment où il le faut. Mettre à disposition de la population des médecins capables de reconnaître et de prendre en charge ou de référer les urgences sanitaires, c'est aussi un des objectifs de cet atelier. Les formateurs doivent renforcer les compétences des étudiants, des apprenants par cette technique et favoriser la prise en charge des nouveau-nés, des enfants et puis l'étendre aux adultes également. Ce renforcement de capacité par des experts marocains au centre de simulation Mohamed VI du CHU de Yopougon entre dans le cadre de la coopération Sud-Sud. La localité d'Anéo, dans le sud du Togo, qui a été choisie pour abriter le siège de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle. La pose de la première pierre de cet édifice se fera en décembre prochain à l'occasion du symposium régional sur l'intelligence artificielle prévu les 16 et 17 décembre prochains. L'économie numérique. Plus de 200 participants, dont des ministres francophones de l'économie numérique, des start-upers, des opérateurs économiques et des bailleurs de fonds sont attendus à ce rendez-vous organisé par l'OIF et d'autres organisations internationales. Relance de la coopération entre la Tanzanie et la Banque mondiale. L'institution financière vient d'approuver le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide à la hauteur de 450 millions de dollars dans le cadre du financement de la deuxième phase du projet de filet de sécurité sociale productif. Ce financement octroyé sous forme de prêt intervient un an après la suspension du programme suite à l'adoption d'une loi visant à interdire l'accès à l'éducation pour les jeunes filles enceintes et d'une autre loi sur le renforcement du contrôle du gouvernement sur la production de statistiques officielles. Ces deux mesures ont récemment fait l'objet de réformes, ce qui a donc permis de relancer le programme qui sera principalement orienté vers l'amélioration de la qualité alimentaire et la fréquentation des centres scolaires. La pression ne faiblit pas chez les travailleurs de la compagnie aérienne française Aigle Azur. Ce lundi encore, ils étaient nombreux devant le tribunal de commerce de Paris pour attendre avec tout de même une grosse anxiété le verdict des instances judiciaires sur le sort à réserver à leur entreprise en faillite. Ambiance sur place avec la rédaction de France 24. Anxieux, le visage fermé, les salariés d'Aigle Azur se sont retrouvés ce matin devant le tribunal de commerce qui tient leur sort entre ses mains. On aurait dû venir avec des roses achetées sur la tombe. Oui. Lourdement endetté, Aigle Azur, la deuxième compagnie française, va certainement disparaître aujourd'hui.
c'est une journée lourde en émotions et de sens pour tous nos collègues. Nous sommes tous là dans l'attente. On a une petite idée sur ce qui va se dérouler. Ça semble être une liquidation et puis peut-être avec des offres à l'issue, quoi. 13 candidats ont déposé une offre de reprise auprès du tribunal. Aucune ne reprend l'intégralité de la compagnie, mais 5 sont jugées sérieuses. Parmi elles, un ticket entre Air France et Air Caraïbes. On a des offres avec Air France qui ont été complémentaires structurellement depuis le début parce que nous ne nous intéressons pas aux mêmes choses. Nous sommes intéressés par la partie long courrier, eux sont plutôt intéressés par la partie moyen courrier. Ce qu'on offre surtout, c'est la possibilité de réemploi d'environ un peu plus de 80% des personnels, pas forcément avec leur statut. Parallèlement, on parle d'un groupe étranger qui serait EasyJet ou Vueling, sauf que les dettes d'Aigle Azur sont bien plus importantes qu'annoncées, près de 150 millions d'euros. La liquidation semble inévitable, elle pourrait être prononcée dès aujourd'hui. Le géant américain de l'Internet, Google, va verser jusqu'à 1 milliard d'euros de fisc français au titre de dédommagement pour des fraudes fiscales estimées à 190 millions d'euros. Ce montant sera versé dans le cadre d'un accord à l'amiable conçu avec la justice française pour éviter l'ouverture d'une autre procédure judiciaire en Hexagone. Les précisions avec nos confrères d'Euronews. C'est un accord que Bercy qualifie d'historique. Ce jeudi, Google a accepté de verser près d'1 milliard d'euros à l'État français. Un accord passé via une procédure légale qui permet à l'entreprise d'éviter un procès en France. Il y a 4 ans, le parquet national financier avait engagé une poursuite pour fraude fiscale aggravée. Il reprochait à Google de ne pas avoir payé près de 190 millions d'euros d'impôts dus au fisc français. La multinationale américaine avait déjà passé des accords similaires au Royaume-Uni et en Italie. Pour mettre un terme aux pratiques fiscales des géants du numérique, la France avait tenté d'instaurer une taxe européenne en début d'année. Un processus bloqué par l'Irlande, la Suède, la Finlande et le Danemark. Paris a finalement voté cet été sa propre taxe numérique. Helsinki a abrité ce week-end une rencontre des ministres de l'économie. Objectif de cette concertation dans la capitale finlandaise, l'adoption des réformes visant à simplifier les règles budgétaires élaborées dans le cadre du pacte de stabilité. C'est un reportage signé Euronews. Simplifier les règles budgétaires de l'Union européenne pour les rendre plus prévisibles et plus transparentes. C'est la conclusion de la réunion informelle des ministres européens des Finances à Helsinki. L'objectif serait de centrer la réglementation autour du déficit public et des dépenses des États membres. Mais de telles modifications prendront du temps. Dans l'ensemble, les discussions d'aujourd'hui semblent confirmer que nous devons aborder avec prudence une éventuelle révision de la législation. Nous avons besoin d'une analyse et d'une discussion plus approfondie que la Commission doit présenter d'ici la fin de l'année. Adopté en 1997, le pacte de stabilité et de croissance est un ensemble de règles établies pour coordonner les politiques budgétaires des États membres et éviter l'apparition de déficits publics. Mais ces règles sont devenues au fil des années si complexes que beaucoup demandent aujourd'hui leur simplification. Le baccalauréat, ce diplôme considéré comme l'un des plus importants, a été le sujet de notre micro-trottoir du jour. À la question « Qu'est-ce que le bac ?», voici les réponses qu'ont recueillies nos reporters dans les rues d'Abidjan. Le bac, c'est un diplôme qui te permet de travailler demain. Et le bac, c'est un diplôme qui permet à tous, chacun de l'élève d'avoir un emploi demain. Oui. Bon, selon moi, c'est l'examen, je pense, pour les élèves de terminale pour aller en classe supérieure. Ça sert à quoi? Bon, c'est pas un diplôme simple, bon, ça peut travailler avec, je pense. Le bac, c'est le premier diplôme universitaire. Quand tu as le bac, ça te permet de rentrer dans le monde des affaires. Voilà. Bac là, c'est une vie que quand ta maman est venue au monde là, et tu as mis à l'école, si tu as eu ton diplôme, c'est pour l'aider demain et toi, mais toi t'aider et toi faire ta vie. Bac, c'est pas un diplôme, c'est beaucoup de diplômes. Parce que quand tu as eu ton bac, c'est
quelque chose qui est tu as beaucoup d'esprit. Tu vas faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas aider les gens. Parce que c'est un esprit. Tes bac, c'est pas pour toi seul. C'est pas pour toi seul, c'est beaucoup de choses que tu vas faire dans ta vie. Tu vas aider beaucoup de personnes. Bac, c'est quoi? Pour avoir plus d'informations sur ce diplôme, suivons ensemble ce doc qui nous est proposé par la rédaction. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le bac? Le mot bac est l'abréviation de baccalauréat, un examen que passent les élèves à la fin de la classe de terminale. C'est un examen qui permet d'obtenir un diplôme. Et à quoi ça sert de passer le bac? En France, depuis le 19e siècle, le bac marque la fin des années collège et lycée. Il permet d'ouvrir les portes des études supérieures pour préparer sa future vie professionnelle. Aujourd'hui, il existe 3 sortes de bac. Il y a le bac général, qui débouche sur des études longues, par exemple à l'université. Et aussi le bac technologique, après lequel on fait plutôt des études courtes. Enfin, en passant un bac professionnel, on peut apprendre directement un métier. Pour avoir le bac, il faut obtenir une moyenne de 10 sur 20. Une note de 12 ou plus donne droit à une mention. Assez bien, bien ou très bien. Si on échoue de peu, on a une deuxième chance avec une épreuve de rattrapage à l'oral, face à un prof qui pose des questions. Du temps de tes grands-parents, c'était plus rare d'avoir le bac. Mais aujourd'hui, le taux de réussite est très fort, plus de 85%. Certains trouvent même que le bac est devenu trop facile, mais c'est sûr, il reste une étape importante. Maintenant, si tu croises un lycéen tout stressé au mois de juin, tu sauras pourquoi. Pour notre dossier entrepreneuriat, c'est bien sûr l'activité de vente de jus qui a été traitée par la rédaction. Elles sont nombreuses, ces femmes, à s'y être lancées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça rapporte. C'est ce que nous rapportent nos confrères qui sont allés sur le terrain. Regardons. À côté des boissons gazeuses, les jus font partie des aliments les plus consommés des Ivoiriens. Généralement faits à base de produits naturels, ces sucreries que l'on retrouve sous différents formats et en plusieurs goûts sont devenues depuis des décennies une activité particulièrement répandue chez les femmes. C'est le cas de Aïcha Diabaté, résidente du quartier Marie-Thérèse à Adjamé, qui grâce à la vente de jus s'est bâti une véritable réputation de spécialiste en sucreries naturelles. Des variétés, elle en propose suffisamment. Du jus de bissap, de gingembre, de fruits de patient ou encore de menthe. Sa petite unité de fabrication, installée à domicile, tourne à plein régime. Autre fabricante rencontrée dans le quartier de 220 logements, Sandrine est un modèle d'entrepreneuse assez exemplaire. Étudiante, elle a très vite eu le nez creux en se lançant dans le commerce. Aujourd'hui, c'est sur le revenu de la vente de jus qu'elle parvient à subvenir à ses besoins. Mettre en place un commerce de jus qualitatif nécessite tout de même un certain niveau d'investissement. Autre élément essentiel au lancement de cette activité, l'acquisition d'un réfrigérateur ou d'un ou plusieurs thermos, mais également de récipients protégés pour la confection des jus. Toutes n'ont pas démarré dans des conditions faciles. Toujours est-il que malgré les difficultés, les résultats sont là. Quelques années après, ça rapporte. C'est un métier, ça nourrit son homme en tout cas. Ça fait presque 10 ans que je fais ça, je m'en sors. J'arrive à subvenir à mes petits besoins, aux petits besoins de mes enfants. Il y a 7 enfants. Je fais un peu, je m'en sors en tout cas. Quand il y a le soleil même, ça dépend. Si tout le temps des fêtes, ça dépend. Tu peux sortir souvent. Tant des fêtes, comme je suis malade, sinon, quand je sortais même pour me promener, souvent, tant des fêtes, je peux vendre 40 000 francs par jour. Elle est sucrée, mais ça dépend. Mais comme je suis malade, je m'assois ici. Ici, là, il y a des jours 5 000, 4 000, 3 000. En tout cas, je m'en sors un peu. Ça dépend. Comme Aïcha et Sandrine, elles sont nombreuses à Abidjan et ailleurs en Côte d'Ivoire à pratiquer ce commerce dont la rentabilité s'appuie notamment sur la stratégie marketing et la qualité gustative. À présent, nous vous proposons de suivre les taux de conversion du franc CFA.
C'était tout pour cette édition. Rendez-vous pour les autres éditions à venir. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.